Ok, écoutez, bienvenue à tous. On ne va pas prendre de retard sur notre timing qui est, comme toujours, très serré pour essayer de maximiser les échanges sur une durée très courte qui ne vous compromette pas la vie active, comme on l'appelle. Donc, ravi de retrouver quelques fidèles et d'autres plus récents. Et nous avons le plaisir donc d'organiser ce matin un nouvel atelier de la chaire stratégie et gouvernance de l'information. Donc une chaire créée à l'ESSEC pour essayer de pousser ces sujets de la donnée, de l'information et de leur bonne gouvernance au niveau de la stratégie des entreprises. Donc dans ce cadre-là, au-delà des activités d'enseignement et de recherche, on a le plaisir d'organiser ces ateliers ouverts pour débattre des sujets liés à cette maîtrise et cette gouvernance de l'information. Donc ce matin, on va parler de souveraineté numérique. C'est un terme qu'on entend ces dernières années et ces derniers temps en particulier, que la situation actuelle a révélé aussi à beaucoup. Et donc, on a souhaité, avec Jean-Pascal, organiser un atelier sur ce sujet. Et Alain Garnier, qui se présentera après, a accepté de présenter son point de vue sur ce sujet nouveau. Jean-Pascal, voilà. Donc, je rappelle donc que cette chaire est une chaire d'entreprise qui est sponsorisée par Devoteam, Covea et le département de la Seine-Saint-Denis, qui nous ont fait confiance dès le début de la chaire pour pousser ces sujets et travailler ensemble sur la diffusion de la connaissance autour de ces sujets. Donc, vous voyez, comme ce matin, qu'on ne traite pas particulièrement les sujets techniques, mais au contraire, on essaye de réfléchir à l'influence de ces sujets au niveau de la stratégie des entreprises, mais aussi au niveau de la société, et le lien entre ces différents acteurs que sont l'entreprise, la société, l'individu. Donc, encore une fois ce matin, on aura l'occasion de rentrer dans ces sujets. Jean-Pascal, je te laisse expliquer un petit peu le déroulement de l'atelier pour que chacun… Merci beaucoup Isabelle. Effectivement, au niveau, donc, avant de te passer la parole Alain, une petite explication sur le mode de fonctionnement de ce type d'atelier. On essaye en fait de faire du concentré, donc ça va très très vite. Donc Alain va nous présenter des éléments de vision, des éléments en fait qui décrivent un peu la souveraineté numérique, hein, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi aujourd'hui. Et en fait, on a coupé cette présentation avec des sortes de mini-débats où on utilise le chat et un petit peu la parole. Donc ça veut dire qu'on va vous poser à un moment donné une question, hein, c'est des mini-débats qui durent une petite dizaine de minutes. L'idée, c'est que vous utilisiez le chat pour répondre en fait à cette question selon ce qui vous paraît être le plus adapté. Donc ça nous permet d'avoir à chacun en fait une vue rédigée en fait de vos feedbacks. Et puis s'il y a des questions, vous pouvez aussi utiliser le chat et ça donne un espace en fait pour que Alain puisse vous donner des éléments de réponse, ou moi-même ou Isabelle. Voilà pour la présentation de la méthode en fait. Et maintenant Alain, ben, merci beaucoup hein, en fait de nous présenter un petit peu ton point de vue sur la souveraineté numérique. Tu en parles beaucoup, notamment sur LinkedIn, entre autres. Et donc je pense que ça va ouvrir quelques réflexions qui peuvent être intéressantes. Voilà, Alain, je te passe la parole. Merci Jean-Pascal, merci Isabelle. Bonjour à tous à nouveau. Donc, je vais partager mon écran, du coup, voilà, tac, voilà. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien là du coup voilà. Alors justement, dans le chat, là, je vais en profiter pour un petit peu chauffer. Est-ce que tout le monde voit bien effectivement mon écran? C'est écrit souveraineté numérique, enjeux, pratiques et riposte. Est-ce que, voilà, allez-y, mettez dans le chat. Oui, c'est bon. Oui, j'ai voilà, j'ai des oui, j'ai même des yes. Voilà, donc effectivement, on est en toutes les langues. Donc, on va rester en français sur cette présentation. Merci encore de m'accueillir avec vous ce matin. Effectivement, on va aborder un sujet qui est très important, qui est la souveraineté numérique, qui est pour moi essentiel. Je vais vous expliquer pourquoi, effectivement, j'en arrive à parler devant vous. Alors qu'on est là jusqu'à à peu près 10h30 max, hein, avec justement ces trois temps. Hein. À chaque fois, ça va être, comme l'a dit Jean-Pascal, très condensé sur pas mal d'informations. Petit débat,
condensé, débat, voilà. Du coup, c'est du fractionné qu'on va faire pendant 1 heure et demie ensemble autour de ça. Alors, c'est toujours important quand on aborde un sujet de savoir, comme on dit, d'où on parle. Donc, je m'appelle donc Alain Garnier. Je suis effectivement le dirigeant cofondateur de Jamespot, donc qui est un éditeur de logiciels qui fait justement des solutions d'outils collaboratifs souverains. Donc, on pourra revenir là-dessus. Mais l'essentiel en fait de mon intervention va être centré sur plutôt, vous voyez, les logos qu'il y a en haut à droite. Eiffel, Play France ou Cap Digital, qui sont en fait des mouvements dans lesquels il y a eu une volonté justement de mettre cette question de la souveraineté numérique sur la table, parce qu'on considérait, moi, à titre à la fois donc ce qu'on appelle d'honnête homme dans le temps, hein, c'est-à-dire à la fois en tant que praticien, mais également sous un champ plus politique, mais pas au sens politisé, mais de la vie de la cité, qu'il y avait une question centrale de remettre cette question de la souveraineté numérique en Europe. Voilà. D'où justement Eiffel, qui est une association professionnelle, hein, qui regroupe des éditeurs de logiciels qui ont cette volonté justement de mettre la souveraineté au cœur de tous ces sujets-là. Et puis, j'ai commis des ouvrages autour, par exemple, du réseau social d'entreprise, qui est effectivement le sujet sur lequel je travaille. Et c'est pas sans lien. Ce qui dit réseau social dit personne, où sont les données, où est le numérique, et donc l'action de la souveraineté, de qui décide quoi. Je pense qu'on le voit avec toutes les questions d'actualité autour de Facebook, par exemple, et du rapport à la démocratie, sont devenues essentielles. Donc les liens sont multiples, et c'est justement toutes ces dimensions que je vais essayer un peu de brasser avec vous, ce qui est quand même un enjeu difficile, en moins d'une heure, d'aborder ça. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir une vue hélicoptère pour ensuite vous faire aussi une propre opinion, parce que c'est quand même l'objet de cette chaire aussi, c'est d'éclairer le chemin, mais aussi de vous fabriquer votre propre opinion. Alors, si on regarde d'où on part, il faut voir que le numérique est vraiment partout. Et quand on dit partout, c'est que quelquefois, on a l'impression, un peu comme dans ce fameux film Matrix, qu'en fait, on est à l'intérieur d'un système numérique. Il n'y a pas aujourd'hui d'activité humaine qui n'est pas traversée par la transformation numérique, par l'usage numérique, par la nécessité numérique, des fois même par justement la domination numérique, hein. On va depuis, comme dans le film Matrix, que je pense tout le monde a en tête, depuis des choses qui peuvent être magnifiques jusqu'à des problématiques de surveillance. Le numérique est partout, pour le meilleur et pour le pire, comme on pourrait dire quand on s'engage dans la vie. Et quand on regarde des chiffres, je vais vous donner des éléments qui montrent un peu ces éléments-là. Plus rapidement qu'aucune technologie, tout ce qui est taux d'équipement, par exemple des téléphones mobiles, smartphones et ordinateurs, aujourd'hui, on est à des taux aujourd'hui de 95, oui, on est à 95% d'équipement, et les gens sont en plus multi-équipés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que du coup, on est vraiment tout le monde aujourd'hui a un système d'accès au numérique. Il reste toujours une frange de la population qui est marginalisée, mais c'est marginal, justement, vraiment marginal. L'autre point, c'est que on a une consommation. Il faut voir que 73% de la population se connecte à Internet chaque jour, hein, quand on regarde en France. Et on monte à 85% sur au moins une fois par mois. C'est colossal. Là aussi, le numérique est une nécessité. On le voit. Cette transformation-là a fait que, par exemple, même aujourd'hui, pour chercher un job, si vous n'avez pas accès au numérique, vous ne pouvez pas trouver un job. Ça devient quasiment impossible. Les impôts, enfin tout ce qui est justement du domaine du régalien, donc on en reviendra sur l'action de la souveraineté, passe par là. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels, je pense, il faut revenir, parce qu'on n'a pas conscience de cette irruption. Plus de 3 heures, regardez, à partir de 15 ans, on va dire, plus de 3 heures par jour, vous voyez, sur le numérique. Et ça, c'est hors travail. Donc, vous vous rendez compte ce que ça correspond. Et un point qui a transformé complètement du coup la société, rappelez-vous, fermez les yeux 2 minutes et rappelez-vous quelles étaient les entreprises qui, il y a 20 ans, étaient dominantes, hein. Vous aviez des producteurs de pétrole, vous aviez des industriels, vous aviez du retail, etc. Regardez aujourd'hui le top des valorisations économiques, d'accord? Il reste encore une boîte pétrolière, parce qu'effectivement, le pétrole, l'énergie, c'est quand même la clé de tout. Mais regardez derrière, numéro 2, Apple, numéro 3, Microsoft, numéro 4, Amazon, numéro 5, Alphabet, numéro 6, Alibaba, donc l'équivalent de l'Amazon, mais chinois. Numéro 7, Facebook. Numéro 8, Tencent, qui est un équivalent. Alors, l'équivalent chinois sont toujours un petit peu différents.
à la fois des telcos, mais pas que. Bon, quand vous prenez ça, vous dites, mais regardez, c'est hallucinant le fait que dans le top 10 des boîtes aujourd'hui, on a du numérique, du numérique, du numérique qui est partout et qui est survalorisé. Il faut voir que, par exemple, récemment, il y a une boîte qui s'appelle Cloudflare qui est rentrée au Nasdaq américain qui vaut 20 fois ce que vaut Renault. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une boîte, une start-up qui brasse de la donnée pour aller voir. Cloudflare, c'est très intéressant. Et Snowflake, ouais, vous avez des boîtes comme ça, bah, allez voir. Elles représentent des milliards par rapport à ce que sont justement les industries traditionnelles. Donc, aujourd'hui, il y a deux phénomènes majeurs. Il n'y a pas une économie qui n'est pas touchée par le numérique. Mais également, il n'y a pas aujourd'hui de capacité d'imaginer demain la valorisation sans passer par le numérique. Donc évidemment, la question de la souveraineté est essentielle parce que la question, à travers ce numérique, quand on voit ça, c'est que bah oui, on a un match USA-Chine. Quand vous prenez les éléments que je vous ai mis, que ce soit d'un point de vue financier, nombre d'acteurs, propositions de valeur, solutions existantes, etc., etc., le match, en fait, est entre ces deux puissances aujourd'hui principalement, et sachant que nous, l'Europe, pour plein de raisons évidemment géopolitiques que vous imaginez bien, on est plutôt du côté des USA en termes de liens que de la Chine, mais ça, c'est à date, parce que ça évolue très fortement. La progression et des propositions chinoises, en particulier par les telcos, est énorme. Il suffit de le voir avec les fameux Huawei qui sont entrés évidemment en Europe et sur lequel, du coup, il y a plein de questions qui se posent. Donc aujourd'hui, on a donc une consommation numérique colossale des États-Unis parce que ce sont les dominants, comme vous l'avez vu sur les valorisations. Or, si on revient sur la souveraineté, et je vous donnerai après des chiffres, la souveraineté, je vous le lis, hein, c'est sur Wikipédia, vous pouvez aller voir, hein, désigne l'exercice du pouvoir sur une zone géographique et sur la population qui l'occupe. Voilà. Donc, pourquoi souveraineté numérique? Parce que si vous prenez numérique, donc la souveraineté numérique désigne l'exercice du pouvoir numérique sur une zone géographique et sur la population qui l'occupe. Si vous regardez aujourd'hui ce qui est la question européenne ou française, ou pourquoi pas celle de la Seine-Saint-Denis, hein, que je salue parce que je vous parle de Montreuil, qui est aussi dans le 9-3, la question justement de la souveraineté est clairement pas possible, étant donné les éléments que je vous ai mis sur la table. On est dépendant du numérique d'un côté, et de l'autre, on a effectivement des acteurs qui sont, pour l'essentiel, américains dans la perspective d'usage et de valorisation. Peut-on exercer notre pouvoir aujourd'hui dans une zone géographique? Bah, la réponse, elle est non. La réponse, elle est non, et c'est bien pour ça que la souveraineté numérique monte en puissance. Parce qu'il y a plein d'échappatoires, et on le reverra plus tard, sur ces questions-là, échappatoires évidemment financiers, fiscaux, mais également de décision. Quand vous avez justement une entreprise comme Facebook ou comme Google qui prend des décisions au niveau mondial, bah, la souveraineté et l'exercice du pouvoir sur la zone géographique française, par exemple, bah, elle est très incertaine. Et on le voit bien avec toutes les lois qui ont essayé d'être mises pour redonner de la souveraineté sur le numérique depuis l'Europe ou la France, et c'est très difficile parce que tout simplement, ces entreprises-là pensent à un niveau mondial et pas à un niveau local, tout simplement. Et donc, elles ont franchi, pour des raisons systémiques, de taille, etc., bah, le fait de pouvoir justement décider à notre place, donc on a perdu notre souveraineté. Perdre notre souveraineté, évidemment, ça pose des problèmes tout d'un coup parce qu'on se dit, mais bah, vraiment, est-ce qu'on l'a vraiment perdu? Et c'est là où il y a énormément de débats sur lequel, bah, là aussi, je vous invite à faire votre propre réflexion par rapport à ça. En ce qui me concerne, en tout cas, moi, j'ai fait un chemin qui était au départ plutôt d'une logique d'équilibrage de bonne loi économique, hein, qui était plutôt mon point de démarrage de cette réflexion, à me dire, ça n'a jamais été une bonne idée dans l'histoire d'avoir des monopoles, pour aujourd'hui arriver à la constatation que c'est même bien au-delà de ça, sur des questions qui concernent même notre démocratie, le fonctionnement même de notre culture, qui est en risque, étant donné justement cette domination et cette non-souveraineté que nous avons sur nos vies, et qui nous amène évidemment à plein de problèmes qu'ensuite on n'arrive pas à démêler, parce qu'on n'a pas cette capacité souveraine d'exercer notre pouvoir. Or, comme on n'exerce pas notre pouvoir, évidemment, c'est plus difficile. Je vous donne un chiffre qui est quand même assez impressionnant. 76% des achats numériques B2B, hein, donc quand on achète du numérique hors B2C. Alors B2B,
business to business, hein, aux entreprises. B2C, c'est plutôt le consumer, hein, c'est le grand public, sont de provenance américaine. Voilà, 76%. Donc, à chaque fois qu'une entreprise achète du numérique aujourd'hui en France, mettre 1 euro pour mettre en place un système de gestion des clients, donc ça s'appelle les CRM, ou de système collaboratif pour travailler, faire du télétravail, pour faire de la BI pour voir ce qu'il en est sur les chiffres et être capable de voir si son activité va bien, etc. etc. Enfin, je passe toutes les solutions numériques dont on a besoin. 0,76 centimes, donc quand même l'essentiel, va directement aux US et ça pourrait être un autre sujet avec l'irruption du cloud, c'est-à-dire le fait que on n'a plus des logiciels, des systèmes numériques qui sont installés, qu'on va justement chercher ça à distance. En plus, c'est carrément l'intégralité de cette valeur qui est transférée vis-à-vis de ce pays. Donc, vous voyez, la proportion économique sur un sujet aussi important que le numérique, du coup, est colossale. C'est une dépendance totalement monopolistique. Voilà, 76%. Dans n'importe quelle économie, si je vous dis, vous avez 76% d'exportation, parce que le reste, hein, sur ce qui reste, hein, donc c'est-à-dire pas grand-chose, il faut voir aussi qu'il y a aussi la part française, la part européenne. En fait, on a une part française qui est même pas de 5 à 10%. Donc, on n'a pas une autosuffisance numérique alimentaire en France. On est totalement dépendant des Américains, dépendance qui est effectivement maintenue. Et ça, après, on pourra en revenir justement sur les résistances qu'il y a à changer cet état de fait. Et en parallèle de ça, il y a une prise de conscience. Et qu'est-ce qui se passe pour la donc c'est un baromètre qui a été fait par Wimi Ipsos, là, qui est assez récent. Pour la protection de mes données professionnelles, parce que c'est de se dire, donc oui, il y a le volet souveraineté, je peux décider, économique, est-ce que je suis autosuffisant? Et puis, il y a la question quand même de la confiance au milieu de tout ça, sur la confiance de ces logiciels et sur les données du coup, ils peuvent charrier derrière. Typiquement, vous voyez, par exemple, la confiance des logiciels américains que de 5,6 sur 10 et des logiciels chinois que de 4,1 sur 10. Donc, il y a un début de prise de conscience. Et d'où le fameux logique de souveraineté. Et c'est intéressant de voir ça parce que longtemps, cette question-là de souveraineté flirtait un petit peu, vous savez, avec une espèce d'odeur un peu de protectionnisme, voire de conservatisme. Il y a certaines, la souveraineté était portée politiquement, par exemple, par des gens qui étaient plutôt très à droite, on va dire ça comme ça. Et en fait, petit à petit, il y a eu une prise de conscience plus générale que cette question de souveraineté, on fait souvent appel au général de Gaulle, qui est notre grande figure tutélaire française. Tout simplement, effectivement, c'est que pour tout simplement vivre en paix avec ses voisins, c'est ce qu'a essayé de faire aussi le général de Gaulle, il faut tout simplement avoir le pouvoir de décision. Ça n'a rien de belliqueux, ça n'a rien de protectionnisme, c'est juste décider, on va dire, pour soi, que ce soit au niveau français ou européen. Or, aujourd'hui, sur le numérique, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour toutes les raisons que je viens de vous dire, qui fait qu'aujourd'hui, on est en dépendance vis-à-vis de ça et que la méfiance, maintenant, s'est mise en place. Et vous voyez qu'à partir du moment, et c'est pour ça que je voulais en venir là, et ensuite vous parler justement, on va lancer le premier mini-débat. À partir du moment où vous avez une situation de domination monopolistique, finalement, dont tout le monde s'accorde que c'est bon, il n'y a pas de problème. Finalement, on peut accepter d'être dominé. Hein, ça fait partie des positions dans la vie qui peuvent être acceptables. Mais à partir du moment où vous avez, des problèmes économiques, et l'Europe est à la traîne d'un point de vue économique depuis longtemps, des deux, justement, autres supercontinents américains, chinois, que deux, il commence à y avoir des problèmes de défiance. C'est ce qu'on voit ici avec la confiance. Je n'ai pas confiance en ce qui se passe, et en particulier, étant donné les positions, par exemple, si on prend les positions américaines qui ont eu lieu récemment d'un point de vue géopolitique, qui nous ont mis pas mal de bâtons dans les roues sur des volontés européennes un petit peu d'émancipation, là, le truc se coince. Parce que tout d'un coup, vous ne voulez plus de cette situation-là, vous ne voulez plus être dominé, mais le problème, c'est que vous l'êtes. Et donc, voilà, on en est là aujourd'hui avec tout ce chantier devant nous. Et c'est ça ensuite qu'on va aussi aborder par la suite, de voir quelles sont finalement les réactions et les sorties, ou en tout cas les issues qu'il peut y avoir autour de ça. Alors, je vous propose, on est 9h22, là on est bien dans les temps. Le premier mini-débat où j'aimerais qu'on s'attarde justement sur la question des risques
Voilà, parce que vous avez vu, là, j'ai posé un paysage. Alors, quand je regarde à droite, comme ça, c'est parce que j'ai un deuxième écran et je veux mieux voir justement le chat que j'ai mis en grand écran sur mon deuxième écran. Alors, question, d'après vous, quels sont les risques que vous voyez autour de cette problématique de souveraineté numérique, mais finalement ramener à la question de la non-capacité de prendre des décisions et la domination qui est associée. Alors, je vous laisse mettre dans le chat les éléments, et puis ce qu'on fera peut-être, c'est, vu qu'on est, je préfère Voilà, venir des gens sur scène. vous écrivez les risques que vous évaluez, hein, ça peut être un mot ou une petite phrase. Dans la foulée, si vous avez des questions à poser sur ce qui vient d'être présenté, vous n'hésitez pas, hein, vous posez votre question, Alain pourra y répondre. Alors, Jannick qui dit Ok. usage de nos données à des fins inopportunes. Mm. Absence de propriété des données, secret, valeur. Perte de marché. Déséquilibre économique. Ah, pardon. Appauvrissement culturel. Tout à fait. Alors, c'est intéressant parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais aborder justement les différentes dimensions et on abordera par exemple les questions culturelles. Tout à fait. Ingérence dans la démocratie, manipulation d'opinion, hein, tout à fait. Perte d'indépendance. Alors, pendant que vous êtes en train de taper, est-ce que quelqu'un se sent, Jean-Pascal, est-ce que tu penses de venir défendre ou expliquer un exemple, par exemple, et qu'on puisse justement l'aborder, qui se sent de monter sur scène, voilà, pour un danger paradoxal pour le libéralisme, tout à fait. Est-ce que qui se sent de monter sur scène, hein. Sinon, je peux effectivement rebondir, par exemple, bon, sur les déséquilibres économiques, par exemple, c'en est extrêmement clair, hein. Je pense que quand on voit, vous voyez, les valorisations qu'il peut y avoir aujourd'hui et les flux financiers, c'est colossal, hein. Surtout qu'encore une fois, le point essentiel, c'est que le numérique est effectivement la source de tout aujourd'hui, de toutes les économies. Si vous prenez même les questions écologiques, on a aujourd'hui, par exemple, toutes les dimensions écologiques, énergie renouvelable, nouvelle production agroalimentaire, tous ces éléments-là qui sont, par exemple, structurels dans notre monde, passent par le numérique. Les tracteurs connectés d'un côté, en passant par la régulation, par exemple, avec les grids, vous savez, par exemple, sur énergétique, tout ça, ce sont du numérique derrière. C'est par le numérique qu'on est capable, par exemple, d'inventer le réseau de demain électrique qui ne sera plus, vous savez, en équilibrage de puissance, mais dans l'autre sens, qui ira piloter les appareils in fine, par exemple, éteindre votre lave-vaisselle parce qu'on n'a pas assez de courant justement produit parce qu'il n'y a pas assez de vent, pour le redémarrer 15 minutes après parce qu'il y a un peu de vent. Ça, c'est des transformations complètes d'un modèle énergétique plutôt que de fournir l'énergie de manière permanente. Mais pour ça, il faut du numérique. Vous voyez, je pense que cet exemple-là, il montre bien que la dépendance numérique, elle est effectivement colossale. Oh là, eugénisme, dit Guillemette. Ma foi, là, pour le coup, on est risque de coupure de service en cas de conflit. Alors celui-là, tout à fait, ça par exemple, c'est intéressant parce que on voit bien qu'on est dans le soft power américain aujourd'hui. Vous savez, les Américains, ils ont juste eu à dire, par exemple, attention, hein, vous devez pas rester en Iran. Et hop, là, toutes les boîtes qui faisaient beaucoup de business en Iran, hein, y compris, par exemple, les constructeurs automobiles, on est parti en 2-2. Et c'est vrai qu'on a les mêmes choses sur le numérique, mais on n'en a pas conscience encore. Je pense qu'effectivement, il nous faudra une vraie, j'ai envie de dire, pression à un moment donné, publique, où en fait se sortir dans le débat pour que les gens aient conscience de ça. Mais effectivement, on est totalement dépendant aujourd'hui. Vous éteignez les clouds américains, vous éteignez Amazon, Google, Microsoft, et là vous avez une panne géante de l'Europe. Hein. L'Europe s'arrête complètement. Elle est en incapacité d'ailleurs même de redémarrer. C'est-à-dire qu'à côté, notre dépendance, vous savez, on l'a vu au masque, au vaccin, apparaîtra comme une blague, vous voyez, en comparaison. Donc effectivement, on est totalement dépendant de ça par rapport à ça. Donc vous voyez, les risques sont énormes. Et ce qui est intéressant, c'est que
donc par voilà, Jean-Pascal dit centralisation et uniformisation des sources d'information et de pensée, perte de liberté. Voilà. Alors, il y a des phénomènes. Alors, tout ça est aussi un petit peu fractal parce que dans le même temps, par exemple, qu'on a cette perte de la souveraineté, en même temps, on a aussi des espaces de liberté qui s'ouvrent. Donc c'est là où justement, souvent on parle dans toutes ces grandes questions des signaux forts et des signaux faibles. Il y a un certain nombre de signaux forts de perte de souveraineté évidente, puis il y a des signaux faibles, par contre, de réouverture et de souveraineté. Par exemple, aujourd'hui, par rapport à il y a 30 ans, n'importe qui peut publier quelque chose sur le net, même s'il y a des lois qui sont en train de se mettre en place. Donc, la démocratie a progressé globalement, voilà. Mais elle s'est centralisée sur peu d'acteurs. Donc, c'est un phénomène assez paradoxal d'ouverture, fermeture, sauf que qui est derrière? Là, pour le coup, on a effectivement une centralisation des acteurs, d'où la question de la souveraineté. Je propose de passer à la suite, Jean-Pascal, hein, du coup. C'est bien. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, ce serait bien aussi voilà, on gardera ces éléments-là parce que vous allez voir que il y a beaucoup de choses qui répondent par rapport aux points que je vais aborder dans la suite. Bon, alors peut-être le slide le plus complexe de cette présentation, mais c'est important d'avoir ça en tête. Si on prend le numérique, donc, OK, là, moi, par exemple, là, je suis face à vous, en fait, hein, on passe par ce qu'on appelle une visio. Ah, c'est quoi une visio? Ben, c'est un logiciel, d'accord? Et ce logiciel, il tourne justement sur quoi? Sur des clouds en dessous, et la grosse boîte en dessous de l'infrastructure, et tout ça sur du hardware. Très bien. Et à côté, j'ai potentiellement des services, des gens qui vont m'apporter du service pour ça, parce que je ne sais pas me servir d'une visio, donc on va me faire une formation. Mon ordinateur est tombé en panne, donc il va falloir le réparer, etc. Si vous regardez en fait la stack, là, pour par exemple arriver à ce que je vous parle, hein, je vais prendre celle-là. Bah là, donc, l'ESSEC a choisi, donc l'ESSEC, organisme de formation, voilà, a choisi quoi? A choisi de prendre un logiciel qui s'appelle Zoom, Zoom américain, qui va tourner sur des infras qui sont à la fois les siennes, mais il tourne beaucoup sur du AWS, hein, sur donc du Amazon Web Services, qui est le cloud. Et moi, évidemment, pour y accéder, alors eux, pour faire tourner ça, enfin, Amazon utilise ses propres systèmes, mais moi, en hardware, effectivement, je suis sur du Apple, là, pour vous parler. Ouais, bonjour Apple, je nourris la grande pomme. Bah, vous voyez, et j'en suis sûr que si vous reprenez votre activité tous les jours, vous allez... donc là, on est sur une stack 100% américaine. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est la partie service qui, là, par contre, est européenne. L'ESSEC, voilà, grande maison européenne, culture européenne. Mais par contre, si on regarde sur son côté numérique, stack 100% américaine. Et donc, si on regarde le problème que ça pose, c'est qu'il y a une écrasante domination, hein, des actifs numériques. C'est-à-dire que malgré tous les doutes, tous les risques, toutes les questions qu'on me pose, etc., finalement, la domination économique, et ça a été longuement étudié, il n'y a pas besoin d'avoir, on peut relire depuis les grands économistes, mais depuis Marx, hein, qui avait bien expliqué comment fonctionnait le capitalisme d'un point de vue domination. À partir du moment où on commence à avoir des dominations, qu'elles soient technologiques, on l'a vécu avec le train, on l'a vécu avec, on le vit avec la grande distribution, par exemple, française, hein, qui du coup est, vous voyez, ultra dominante. Bon, sauf que dans le numérique, c'est le contraire, c'est les Américains qui ont pris la main. Donc, vous allez faire du Microsoft 365 ou des Google Docs, vous allez faire du Google Meet, vous allez avoir Salesforce pour gérer vos problématiques clients, Adobe pour tout ce qui est plutôt design, créa, etc. SAP, alors là, SAP, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est un Allemand, alors il est coté au Nasdaq, donc il n'est pas que voilà, il est sous domination américaine, mais quand même, c'est un des rares à ces tailles-là. Alors les tailles, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars, hein. Microsoft, c'est 100 milliards, vous voyez, pour vous donner des ordres de grandeur. Et puis, vous voyez, j'ai mis 3DS. Je ne sais pas qui connaît 3DS, par exemple, là. 3DS, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, 3DS? Là, je mettez-le dans le chat, ceux qui connaissent 3DS, Dassault, voilà. Dassault Systèmes, voilà. Là, on arrive enfin au premier Frenchie, le plus fort, le plus gros, le plus musclé. Il fait 4 milliards de dollars. Mais vous voyez, il ne représente même pas 4% de Microsoft. Et quand on fait la somme des 10 premiers, il représente 0,2%. J'avais fait le calcul une fois. Et là, vous dites, ah oui, d'accord, le premier de chez nous, d'accord, le premier, hein, il représente 0,2%. Alors maintenant, vous imaginez, vous représentez 0,2% d'un système. Est-ce que vous croyez que vous comptez?
Bah non. Voilà. Alors j'ai mis Genspot entre parenthèses, hein, quand même, au moins que je profite de ce grand moment de gloire avec vous pour redonner le nom de ma boîte, mais je ne ferai pas l'injure de faire le même calcul parce que nous, on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous imaginez ce que ça représente. Et donc, et c'est vrai dans toutes les clouds, dans toutes les couches, par contre, également du cloud, le cloud, Amazon, Microsoft Azure, etc. Et on voit par exemple un OVH, bah, à nouveau, il arrive, il fait moins de 800 millions il va tangenter là, le milliard de dollars peut-être de chiffre d'affaires dans 1 ou 2 ans. Et quand vous avez des Amazon et Azure, etc., qui en sont déjà à plusieurs 20, 30 milliards de dollars. Donc, à nouveau, il représente, et pourtant c'est un acteur important, même pas quelques pourcents. Donc, on est toujours effectivement dans cette diminution, et le top of mind fait que bah, vous connaissez, entre guillemets, que cela. Donc, il y a un phénomène, vous savez bien, on a 3 marques dans la tête pour n'importe quel produit, donc forcément, ça ne fait que renforcer cette domination. Voilà la situation, elle est très factuelle pour le coup, et je pense qu'elle redonne bien le point de départ. Et alors, ce qui est intéressant, on peut parler des risques. Bah, regardez, c'est que nos amis, justement, en particulier les industriels et vous allez voir, français, européens, bah, sont pris de frénésie de s'allier avec, justement, et ne font qu'amplifier ce phénomène. Donc, on a un phénomène où, par exemple, le groupe Renault, par exemple, a passé un accord à Google Cloud pour tout ce qui est maintenant la voiture connectée. Ah, très bien. Bon, sans doute, c'est une bonne idée. On a par exemple, voilà, alors là, quelqu'un qui dit oui, le Health Data Hub, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais toutes nos données de santé allaient, parce que je parle là pour le coup au passé, c'est intéressant justement, être transférées sur un système qui s'appelait le Health Data Hub pour mettre donc toutes les données de santé des Français sur l'infrastructure de Microsoft. Et donc là, on a un des fervents défenseurs aussi de la souveraineté, hein, Bernard Menamou, que je connais bien d'ailleurs, qui a dit bah, le choix de Microsoft est un contresens industriel parce qu'en plus, au final, sur quelle base ça s'est fait, c'est très discutable, mais ils ont quand même emporté ce truc-là. Alors là, il est en train d'être sorti d'ailleurs, même la CNAM a dit non. C'est un des cas, justement, je le mets où l'État, alors qu'il avait pris une position très pro-américaine et anti-souveraineté, parce que finalement, il n'y a plus de souveraineté des données, là, pour le coup, est en train de revenir en arrière. Donc, c'est là où je vous dis, on est au moment où il y a des basculements. Alors ça, c'est des trucs très très drôles. Ça, par exemple, là, c'est sorti il y a 3 jours, et elle est très drôle. C'est que Doctolib, en fait, il y a eu plein de controverses, ce qui est, vous savez, le fleuron français pour prendre des rendez-vous. Il se trouve que Doctolib a une stack 100% américaine. Nous, on a été d'ailleurs une fois, il y avait eu un appel d'offres dans lequel ils voulaient justement un réseau social d'entreprise, et on n'a même pas répondu parce qu'en fait, on a vu que de toute façon, ils n'achetaient que américain. Donc, Doctolib n'a que des outils américains pour fonctionner. Et d'ailleurs, il est basé, ces données, sur Amazon. D'ailleurs, il y a eu là une attaque sur le Conseil d'État parce qu'on a dit, mais dans ces cas-là, quel est la vraie sécurité des données. Donc là, il y a eu une réponse technique qui fait que Doctolib s'en sort en disant oui, tout va bien, on a des clés maintenues par Atos, donc vos données sont bien sécurisées. Donc quelqu'un avait mis problème sur les pertes de données, etc., et en tout cas accéder aux données. Donc là, Doctolib nous explique que toutes les données justement des Français sont bien protégées. Mais en même temps, et c'est ça l'autre risque, vous voyez, Amazon est en train de sortir quoi? Amazon, là, un Doctolib américain. Ils viennent de sortir un produit pour faire exactement la même chose que Doctolib, c'est-à-dire prendre des rendez-vous chez le médecin, etc. Enfin, tout ce que fait Doctolib. Et là, on voit l'autre point, en fait, c'est que nos amis américains, par rapport à ça, avec leur infrastructure cloud, voient exactement ce qui se passe dans les systèmes. Ils voient un Doctolib qui cartonne, donc ils voient tout simplement parce que leur facture augmente, et ils se disent, tiens, c'est intéressant, il y a un marché. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a aussi une position et une posture qui fait qu'on est aux meilleures loges pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Je reprends Google et Renault. Si tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'effectivement, il y a des formes de mobilité qui marchent, bah, ils vont peut-être venir dessus. Ah, ça tombe bien, Google est en train de faire une voiture autonome. C'est marrant ça. Mais Renault, apparemment, ça ne lui pose pas de problème. Alors, autre exemple, donc Xavier à droite, très heureux, très fier de serrer la patte au patron de Google, hein, donc c'est Carrefour, hein, l'ancien patron de la Fnac est devenu patron de Carrefour, pour justement, évidemment, améliorer le retail en ligne, etc. Bon, je rappelle que Google a eu 4 ou 5 plaintes là, récemment, qu'il a perdu d'ailleurs à chaque fois, sur la question de concurrence déloyale avec justement
les commerçants parce qu'ils mettaient en avant d'abord lui, sa marketplace et ses produits. Mais Carrefour, apparemment, ça ne lui pose pas de problème. Il trouve que tout va bien. Et donc, on voit bien qu'on a une problématique vis-à-vis de ça. Dans un système où il y a de la domination, on est obligé d'aller pactiser avec ceux-là même qui sont vos normalement compétiteurs, ce qui est quand même bizarre, surtout qu'effectivement, on en sort rarement gagnant. C'est ça le problème. À la limite, si c'était une ruse pour justement gagner, mais si vous prenez toute l'histoire là, des boîtes qui ont fait des alliances avec les GAFAM, en général, ça s'est mal fini. Et donc, voilà, on a Aurélie Lutrin qui, je trouve, a bien résumé ça. Elle a fait une très très belle tribune d'ailleurs qui explique tout à fait je vous invite à la lire. Vous tapez Aurélie Lutrin, tribune, criquet, vous verrez. Je me suis juste permis de remettre des criquets hein, pour ceux qui ne voient pas bien ce que c'est que des criquets qui arrivent sur un champ. Donc, tout comme le criquet, les géants du numérique restent dans un secteur tant qu'il y a des opérateurs à manger. Puis quand l'écosystème est pied et point lié, hop, ils changent de secteur, tuant toute véritable concurrence sur leur passage. C'est quelque chose de tellement vrai. Et d'ailleurs, là, par exemple, je reviens sur ma zoomerie de tout à l'heure. Je vous ai parlé de Zoom, mais on aurait pu être sur Teams, hein, le truc de Microsoft. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette question de visio, il y a eu tout d'un coup une grosse accélération. Microsoft, par exemple, a sorti un truc qui s'appelle Teams, qui fait de la visio pour faire de l'équipe, qu'on aurait pu encore une fois utiliser. Ça aurait pu être une belle alternative. Et donc Teams, ils l'ont donné gratuitement. Voilà. Donc, comme les criquets, ils sont arrivés, ils ont tout pris le marché. Aujourd'hui, ils sont numéro 1 sur ce marché-là, et vous verrez bien qu'une fois, ils changeront de secteur, tout en toute véritable concurrence. C'est ça qu'ils ont fait. Là, ils sont en train de tuer toute concurrence. D'ailleurs, la question même, comment Zoom va survivre, est même posée. C'est-à-dire, vous voyez, c'est pour ça que vous voyez, je ne suis pas du tout dans une logique de c'est les États-Unis contre nous. Oui, ils se tuent entre eux, donc il y a pas de, ils en veulent pas aux Européens. C'est juste que nous on est tout petits. Mais la logique, c'est j'arrive, je prends le marché, je le détruis, et ensuite après, je profite de mon monopole pour justement avoir des marges confortables, parce que comme vous le savez, les GAFAM ont les meilleures marges de la terre, de très très loin devant tous les gens qui justement triment dans le monde industriel et dans le monde européen. Donc voilà la stratégie. Et donc quand vous reprenez mes amis Renault avec, avec Google, mes amis de Carrefour avec truc, mais je me dis mais bon très bien, ils sont en train de faire rentrer le criquet dans des écosystèmes. Puis une fois qu'ils seront bien installés, voilà, ce sera difficile de les sortir. Et parce que le numérique aura pris la place de la valeur. Et ça, je pense qu'ils n'en ont pas complètement conscience. Alors, pendant qu'ils le font, par contre, en général, vous avez vu, c'est des belles photos, tout le monde trouve que c'est formidable. Et puis, vous avez tout le landerneau parisien qui applaudit ces deals qui ont l'air. C'est ce côté fascinant pour le dominant. La réalité, c'est que pour moi, Renault et par exemple la Carrefour se sont mis en risque à 5-10 ans de perdre la vraie valeur qui va arriver sur leur marché. Voilà, hein, le numérique, donc l'e-commerce pour Carrefour, et la question de la voiture autonome pour Renault. Mais ça, l'avenir nous le dira. Alors, je vous propose de passer donc au mini-débat suivant. On est toujours, c'est bien, on est toujours dans le timing. D'après vous, pourquoi est-ce que justement la souveraineté numérique, pourquoi ce concept arrive, pourquoi c'est si important, et d'après vous, voilà, la question du pourquoi qui se pose après justement avoir posé un peu les enjeux et les risques. Voilà. Avec les risques, on a déjà donné des éléments de réponse, hein. Selon vous, comment vous verrez en fait, vous verriez la souveraineté numérique, hein? Alors, Jean-Pascal vient de donner un bon exemple voilà, avec le blé gratuit en Afrique. On a le cas également des poulets, hein, par exemple en Afrique, où comment on a détruit, par exemple, là pour le coup, c'est nous autres Européens, on a détruit l'économie du poulet en Afrique en faisant du dumping à travers la PAC, etc. C'est exactement ce que je vais vous raconter avec Teams. On est juste les Africains du poulet, sauf que nous, c'est Teams, mais c'est exactement le même mécanisme. En général, effectivement, c'est pas très profitable pour les économies locales. Alors, Hugues nous dit, au regard du niveau de dépendance, il convient de réfléchir à notre robustesse. Intéressant. Est-ce que, du coup, le terme robustesse, du coup, Hugues, est-ce que vous seriez OK pour venir le défendre sur... Bonjour toutes et tous. Robustesse, c'est capacité à poursuivre nos activités dans
dans les premières phrases employées, il y avait « Il n'existe pas un secteur qui n'est pas traversé par le numérique ». Mm. Et donc, ça veut dire que la numérisation de notre vie est complète. Et quand la numérisation de notre vie dépend d'un tiers qui n'a absolument aucun engagement vis-à-vis de nous, c'est ça que j'appelle la robustesse, c'est-à-dire la capacité à continuer à vivre avec des tiers qui n'ont rien à nous devoir. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est tout à fait un vrai sujet et sur lequel, justement, il y a pas forcément, en tout cas, il n'y a pas toujours la prise de conscience. Si on prend la politique de l'État, là-dessus, elle est extrêmement ambiguë. Alors, ensuite, Yannick a dit protéger nos données, notre économie, notre culture, et valoriser nos valeurs. Et Anne dit nos valeurs sont aujourd'hui bousculées avec l'économie numérique et doivent se réinventer. On reparle de valeurs, donc peut-être soit Yannick, soit Anne-Val, peut-être venir défendre cette idée de valeur. Qu'est-ce que vous entendez justement par valeur? Enfin, du coup, ça nous amène sur quel terrain, du coup? Oui, bonjour. Vous m'entendez, chez Yannick? Très bien. Oui, sur les valeurs, effectivement, on peut tout de suite mettre en avant les grandes idées républicaines et démocratiques à la française. Et c'est aussi les valeurs économiques, les valeurs de solidarité, tout ce qui est liberté d'expression, voilà, tout ce qui effectivement défense des droits de l'homme et du citoyen qui sont, on va dire, le terreau européen. Ouais, tout à fait. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que quand j'écoute, effectivement, on a bien les deux, le volant. Alors je l'aborde, parce que justement, on est souvent polarisé sur ces questions de souveraineté autour de la question B2C, donc on parle beaucoup de Facebook, etc., et des réseaux sociaux, Twitter, c'est vrai que dans cette partie-là, par contre, il y a aussi quelque chose de paradoxal, c'est qu'on a aussi eu une liberté d'expression au-delà du cadre qu'on avait l'habitude de voir avant le numérique, de l'expression. Mais en même temps, avec tout d'un coup une perte de contrôle sur qu'est-ce qui est dissible et qu'est-ce qui ne l'est pas. On est encore en train de légiférer sur comment est-ce qu'on règle le problème des fake news et l'irruption du débat démocratique. C'est effectivement le paradoxe de cette situation en B2C et qui fait la une des journaux télévisés assez régulièrement, c'est clair. Vous avez vu, par exemple, la dernière histoire qu'il y a eu avec les fameux réseaux sociaux, même y compris cette terrible histoire là, de Samuel Paty là, qui est arrivée, où on voit bien comment le phénomène médiatique n'est plus un phénomène médiatique contrôlé par des médias qui sont, on va dire, compagnons sur rue avec justement des professionnels, et que l'opinion se construit de manière comme ça, spontanée. Donc, on a aussi tout ce volant-là, qui est un volant de réinvention, je pense, effectivement, de nos valeurs démocratiques. Comment on pratique la démocratie à l'ère des réseaux sociaux est une vraie question centrale. Ça, je pense. Jean-Pascal me dit « Difficile de favoriser une souveraineté numérique sans freiner un développement facilité par des services puissants. Doit-on niveler par le bas pour nous protéger du futur ?» Ah, voilà. Alors, celle-là, elle est intéressante parce que, sans perdre, c'est vraiment intéressant parce que là, pour le coup, je me permets de revenir sur le Health Data Hub parce que je trouve qu'il est extrêmement révélateur de ça. Là où les Américains, par leur numérique, ont vraiment réussi à un hold-up incroyable, c'est justement le fait de nous faire croire que sans eux, on serait nivelé par le bas. Je vais vous prendre, je reviens sur le Health Data Hub parce qu'il est vraiment intéressant. Avant le Health Data Hub, d'accord, projet lancé par le président Emmanuel Macron, accéléré, etc. En fait, je ne sais pas si vous saviez, mais il y avait déjà un machin qui avait un nom par contre un peu imbitable pour le coup et qui était fait par la PHP et qui agrégeait les données de la PHP sur lequel on faisait justement des algorithmes prédictifs, y compris sur les questions justement pour guérir et trouver surtout des associations médicamenteuses, par exemple hasardeuses ou au contraire bénéfiques. D'accord ? Voilà. Vous pouvez voir Adrien Parotte, qui est quelqu'un de la PHP, qui depuis est devenu un militant, d'ailleurs c'est hyper intéressant, quelqu'un qui n'était pas militant avant. Et donc il y avait un système qui tournait et qui sortait tous les ans des recommandations pour améliorer le système de santé français. D'accord ? Bon. Là-dessus est arrivée cette idée de Health Data Hub, dans lequel il faut aller évidemment tout agréger, toutes les données de tous les Français, de tout ce qu'il y a dans la santé, etc. Tout ça.
Évidemment, pour ça, il n'y en a qu'un qui pouvait le faire, c'est un Américain, bien sûr. Et donc, on a lancé le Health Data Hub. On a plus ou moins asséché d'ailleurs les financements qu'il y avait sur ce système de la PHP, hein, qui a été du coup évidemment un peu torpillé. Et en parallèle, parce que moi je suis rentré dans ce dossier-là, le Health Data Hub, à date, un an et demi après ou 2 ans après avoir été lancé, en gros, il y avait, allez, j'exagère à peine, 10 feuilles Excel qui se battaient en duel dedans. Quand le Covid est arrivé, la question même de savoir comment est-ce qu'on peut remonter les données, en particulier autour du Covid, par exemple, de savoir où sont les malades, et par exemple, qu'est-ce que c'est un décès, parce que tout à fait, effectivement, ces questions-là, je crois que ça a été traité dans la chaire aussi, on en parlait tout à l'heure. Et bien ça, par exemple, c'était pas possible, c'était pas prévu, ça marchait pas. Et donc, là, vous avez exactement l'expression de ce qu'est pour moi le grand mensonge autour de ces sujets-là, c'est que le marketing très fort et très puissant nous met en position d'imaginer qu'en dehors de la solution, il y a pas de... Justement, on va niveler par le bas, alors que les faits montrent qu'on faisait mieux avant, en l'occurrence, et qu'on a même dégradé la situation. Mais au nom, par contre, d'un idéal supérieur qui, lui, va venir. Hein, c'est le fameux Horace gratis après-demain avec le cloud et puis un data lake géant de toutes les données françaises, ça va être super. Sauf que c'était justement sans compter le fait que mettre les données de santé de tous les Français, c'est pas si simple, les anonymiser, c'est pas si simple, les normaliser, c'est pas si simple. C'est tout le travail qu'avait fait justement, par exemple, la PHP depuis des années. Normaliser des données de santé pour avoir des cohortes, par exemple, équivalentes, pour être capable de vraiment faire de l'IA, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai j'ai un ami qui bosse là-dedans et qui, en gros, est capable de prédire si oui ou non, enfin pas lui, mais les algorithmes justement, si une grève va prendre ou pas. Bon, en fait, quand on a parlé d'un point de vue technique, il m'a dit l'essentiel, à la fin, les datas sont pas si importantes que ça en termes de volume, donc on n'a pas besoin de ces fameux hyperscalers américains. Par contre, c'est la normalisation des données qui est hyper importante pour être capable d'avoir des prédictions fiables. Et c'est là où on voit que sur la souveraineté numérique, on est exactement dans cette problématique-là, c'est-à-dire que systématiquement, on nous dit, si on ne prend pas américain, ce ne sera pas le meilleur. Et il y a la même logique que d'imaginer, par exemple, qu'il fallait prendre les grosses voitures américaines dans les années 80, sinon on passait pour un kéké. La réalité, c'est que l'histoire du monde a montré que ce n'était pas les meilleures voitures par rapport à ça, que la question, ce n'est pas qu'une question de force brute, ça peut être aussi d'être un peu plus subtil. Par exemple, si on prend la question des données, c'est d'être plutôt quali sur les données que quanti. Il vaut mieux, vous savez, garbage in, garbage out. Il vaut mieux avoir des données de bonne qualité, bien travaillées, plutôt que des grands volumes sur lesquels ensuite il faut aller fouiller. Ça, par exemple, c'est justement j'ai envie de dire ce que j'appelle c'est pas un mensonge, c'est pas ça. C'est plutôt une très belle idée marketing publicité bien vendue et sur lequel on vit encore avec ce logiciel-là. Voilà. Donc ça, c'est un exemple typique. Ça veut dire, Alain, que nous sommes très mauvais en marketing et en vente. On ne sait pas se vendre. Oui, mais alors, sauf que moi, pour le coup, tu sais, je regardais La Fabrique de l'ignorance, par exemple. Je vous invite à regarder ce magnifique reportage sur Arte. En fait, moi, je suis de moins en moins à justement me flageller, à dire c'est pas le problème qu'on n'est pas mauvais pour se vendre. C'est que, par exemple, quand on a donné les différentes tailles, quand moi j'interviens dans le débat public, par exemple, moi, si tu veux, j'ai un budget publicitaire limité. Quand Microsoft a 100 milliards, il peut se payer qui il veut, quand il veut, toutes les campagnes de la Terre. D'accord ? Quand il y a eu justement le Covid, par exemple, il s'est payé de la publicité sur Teams, carrément sur les médias nationaux. Ça coûte des millions d'euros. Donc c'est une question de moyens. Donc le problème, il n'est pas à un moment donné, en France, par exemple, tout à l'heure, j'avais noté Publicis, on a des gens qui font de la publicité de manière très bonne, pas le problème. Mais est-ce que on a les moyens, par exemple, est-ce qu'une boîte comme la mienne, par exemple, pour parler justement et pas seulement parler des autres, a la capacité de se payer un prime time aux 20h pendant 2 ans jusqu'à ce qu'on se dise, mais oui, il n'y a que Genspot, c'est la meilleure boîte. Non, je n'ai pas les moyens de me payer ce moyen-là. C'est une question de moyens, ce n'est pas une question de ne pas être bon. Donc, le problème, et ça a été très étudié par les économistes, d'une situation monopolistique, c'est qu'elle perdure du fait de son monopole, parce qu'elle verrouille, donc elle verrouille l'accès à la publicité, elle verrouille les talents, elle verrouille les lobbies. Par exemple, je pourrais prendre l'exemple récemment de Gaia X,
volonté européenne de faire un cloud européen, et ben en fait, moi, donc au départ, il y avait donc les Allemands, OVH, Outscale, Scaleway, enfin les clouds européens. Bon, bah, il y a eu un entrisme et un lobby colossal de la part des GAFAM. Et aujourd'hui, il y a évidemment Google, Amazon, etc. Mais il y a même Palantir, la boîte justement soutenue par la CIA qui fouille toutes nos données, qui a réussi à rentrer dans Gaia X. Bon, et elle est rentrée avant les boîtes françaises qui devaient y rentrer et avant les boîtes allemandes. Bon, pourquoi? Mais juste parce que, et ça, moi, étant connecté à GAIX et connaissant les gens de l'intérieur, c'est parce qu'ils ont payé 10 mecs en permanence pour être là. Donc la question, c'est pas d'être mauvais à un moment donné, c'est juste si tu as l'argent pour, tu vois, moi, si tu vas dans une maison et tu dis, ah, elle est magnifique votre déco intérieure, et puis tu vas voir ailleurs, tu dis, putain, mais c'est moche ici. Bah ouais, mais si tu n'as pas l'argent de mettre des tableaux, si tu veux, c'est plus difficile. Donc, à un moment donné, la domination, il faut arrêter de penser que c'est un problème d'être bon ou mauvais, c'est un problème de domination de marché qu'on doit ou pas réguler, et ça fait partie des questions, justement, que je laisse à l'appréciation. Voilà. Alors, du coup, je voyais aussi, alors la souveraineté serait aussi une question de lobby, oui, oui, tout à fait. En tout cas, c'est clairement ça. Il suffit de voir. Alors là, pour le coup, les pantouflages entre la fonction publique, par exemple, française aujourd'hui et les GAFAM sont colossaux. Par exemple, celui avec lequel j'ai discuté pendant des années à la DINUM, qui était justement censé, qui avait comme mission de la part du Premier ministre de faire monter les éditeurs européens, d'accord? Eh bien, vous savez où il travaille aujourd'hui? Chez Amazon, voilà. Il a été, effectivement, en off, je peux vous dire qu'il ne pouvait pas refuser le salaire qu'on lui a proposé. Vous comprenez? Donc, mais une fois que vous avez ça, c'est difficile après bon. Et il n'y a pas qu'un problème d'argent, c'est souvent une question de. C'est plus agréable d'être du côté. Oui, c'est plus agréable d'être du côté des puissants que des faibles. Ça, c'est un truc assez général que je vous conseille. Voilà. Alors, qu'est-ce que du coup on peut mettre en place pour tout ça? Donc, on va passer plutôt sur la question. On a vu justement les points. Alors, la souveraineté, en fait, il y a des actions autour du juridique. Et vous allez voir, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Est-ce que vous savez qui c'est celui-là? Allez, sur le chat. Question. Qui est ce jeune homme sympathique avec du gel dans les cheveux? Alors, je vois personne. Bon, non, donc cet homme-là, c'est celui qui a fait tomber. Non, c'est pas Bélanger. Hein? Yannick dit Bélanger. Non, c'est pas Bélanger. C'est Max Schrems. C'est un Autrichien qui a fait tomber en fait justement ce qui s'appelait le Privacy Shield. Parce qu'il faut savoir que d'un point de vue juridique, quand il y a eu en place le RGPD, donc vous savez la protection juridique des données personnelles. Eh ben, tout simplement, voilà, non, il ne s'appelle pas Langosha non plus, mais c'est un joli nom, ça lui irait bien, c'est peut-être son deuxième prénom. Eh ben, tout simplement, les Américains ont négocié à la va-vite, après un truc qui s'appelait le Safe Harbor. C'est un truc, ils ont toujours des noms marketés, magnifiques. Le Safe Harbor, on était dans un port en sûreté aux États-Unis, sauf qu'il n'était plus conforme au RGPD, et donc ils ont lancé le Privacy Shield. Voilà, le bouclier voilà, encore dans les super-héros. Pourquoi? Pour que les États-Unis soient reconnus comme un pays valable d'un point de vue RGPD, qu'on puisse transférer des données vers les États-Unis et des États-Unis vers l'Europe sans problème. Sauf que cet homme-là, il a été devant la Cour européenne, enfin, ça a été un parcours de chien, il a été d'abord dans son pays, il a été débouté, il a été en Irlande, les Irlandais ont dit oui, tu as peut-être raison, mais il a été débouté, et il est parti en Europe, et là l'Europe a dit ah oui, effectivement, le Privacy Shield n'est pas conforme au RGPD. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont soumis à ce qu'on appelle le Cloud Act, et le Cloud Act veut dire quoi? Veut dire simplement qu'il peut y avoir accès à vos données personnelles de la part de l'État américain sans vous en informer. Voilà. Ce qui est orthogonalement contraire au RGPD, dans lequel vos données vous appartiennent et sur lequel vous avez toute autorité sur vos données. Et donc là, c'est le drame. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le fameux Privacy Shield a été cassé, et donc il n'est plus valide depuis. Cet homme-là a mis ça un peu à bas. Donc, c'est la fameuse, le Cloud Act d'un côté, avec les Américains qui sont tout puissants sur la capacité d'avoir les données, au RGPD qui donne la puissance à l'individu. Et c'est intéressant parce que, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on est dans un yin-yang.
le RGPD n'est pas l'équivalent du Cloud Act. Ce n'est pas une loi forte d'État. Ce n'est pas une loi européenne. C'est juste une loi qui protège un individu. Et c'est la protection de l'individu qui a permis qu'on se retrouve à se battre contre le Cloud Act. On n'a pas, nous, encore, enfin, je vais y revenir juste après, on n'a pas encore l'équivalent d'un Cloud Act dans lequel l'Europe serait forte pour pouvoir repousser, par exemple, les acteurs américains si elle le décide. Aujourd'hui, nous, on considère que tout le monde a le droit d'être chez nous, il n'y a pas de problème, etc. Par contre, on protège l'individu. Et donc, il y a eu, d'un point de vue juridique, cette évolution qui a été quand même assez majeure. Je vous prends à chaque fois qu'un exemple parce que les dimensions sont multiples sur la souveraineté. Deuxième exemple sur la souveraineté, le problème fiscal, parce qu'ils sont bien gentils, nos amis, justement. Regardez les chiffres qui sont colossaux quand même. On sait depuis très très longtemps qu'il y a une fuite énorme fiscale. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a mis, vous savez, la fameuse taxe GAFAM. Mais en fait, ce n'est que le haut de l'iceberg. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, quand une entreprise elle opère en France, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une fuite fiscale parce qu'elle ne paye pas ses impôts, mais impôts sur on va dire sur ce qu'on appelle les résultats, c'est-à-dire le fait d'être bénéficiaire. Mais elle ne paye pas non plus de charges sociales parce qu'elles sont payées en général avec des gens qui sont en dehors du territoire. Et vous avez aussi un transfert ensuite de tout ce qui est matérialité, parce que tout ce qui est production n'est pas fait aussi ici. Donc, c'est mon fameux cloud de tout à l'heure, 1 euro, 76 centimes qui partent. Alors, au moins, la France s'est dit, avec l'Europe, on va au moins taxer quand même les bénéfices qu'ils font. Et regardez, voilà, les CA estimés 300 millions, alors qu'en fait, ils font 2 milliards. C'est les chiffres de 2017. Hein. Depuis, ils ont même augmenté, parce qu'en fait, évidemment, c'est le jeu du chat et la souris. Et péniblement, on arrive à avoir 3%, on essaye de choper tout ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Alors que je vous invite, vous, à regarder d'un point de vue individu, quelle est votre taxation aujourd'hui, hein, d'un point de vue personnel. Je pense que c'est de l'ordre de 3%, hein, c'est ça. Hein. Voilà, vos impôts sur le revenu, les taxes sociales, tout ça. 3%, oui, c'est ça. Peut-être 3,5%, peut-être, oui, voilà. 50%. Aujourd'hui, il y a 50% à peu près, selon la manifestation et selon la police, qui est taxé aujourd'hui en France. Et là, on parle de 3%. Donc, il faut voir que la perte fiscale est colossale. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est aussi à un moment donné l'impôt, parce que c'est je peux décider parce que j'ai les moyens de faire. Si je veux faire une fête chez moi, il faut que je sois capable d'inviter les gens. Or, l'État français et l'Europe se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus en capacité de faire ça et qu'il y avait des flux qui leur échappaient de manière délirante. Le pire, vous voyez, Amazon, 5 milliards quand même, et avec un CA déclaré de 300 millions. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant de voir ces écarts colossaux. Bon. Donc, ça, c'est la dimension fiscale. Mais je pense que c'est que vraiment le haut de l'iceberg. Vous avez bien compris que tout ce qui est charge sociale, aujourd'hui, on a le même problème qu'il faudra bien régler un jour. Ensuite, il y a un problème de, justement, les sociétés systémiques. Donc, la question des monopoles. Parce qu'au fond, moi, c'est ma critique principale. On a affaire à des monopoles. Or, les monopoles dans nos systèmes, c'est depuis longtemps écrit dans la loi, doivent être démantelés. Or, on ne fait rien. Voilà. Notre problème, il est aussi une impuissance légale. Alors, après, on a toutes les bonnes raisons toujours pareil, hein, d'être fort avec les faibles et faible avec les forts, mais il se trouve que là, on est vraiment dans cette situation-là. Et l'Europe vient de bouger avec un truc qui s'appelle le Digital Service Act. Donc là, je vous invite à rentrer. Alors là, je vous ai fait exprès, regardez. Ah, ça, c'est juste le début de c'est ce que je vous montre là, d'accord? C'est le début de l'explication pédagogique de ce que sont ces trucs-là. Derrière, il y a je l'avais un peu regardé, le DSA et le DMA, le Digital Market Act, c'est de l'ordre de, ça, c'est les trucs qui font 400 ou 500 pages. Hein, allez-y. Hein, si vous avez les insomnies, ça vaut toutes les somnifères de la Terre. Et du coup, l'Europe, dans son modèle un peu lent, un peu global, quand même, vient de prendre une position extrêmement forte, et d'ailleurs avec Thierry Breton, qui est devenu je ne sais plus son rôle exact par rapport à cette dimension-là, parce qu'il est à la fois commissaire, et puis il est à la fois vice-président, enfin bon. Mais il a porté cette question d'un côté de tout simplement faire que le numérique rentre comme les autres systèmes et n'est pas un système hors droit. Ça a l'air fou, mais c'est de dire que oui, tout ce qui se passe dans le numérique est soumis au même droit que ce qui se passe dans la vraie vie. Et l'autre, le Digital Market Act, c'est finalement une façon de remettre la question de la responsabilité des plateformes, des risques qu'ils induisent. Donc, on a bien une question d'asymétrie et donc de monopole. On rappelle qu'un monopole
vous savez, c'est le fameux truc dans les films, les grands héros doivent avoir des grandes responsabilités. Bah, c'est exactement ça. Voilà, ça c'est ce que les jeunes comprennent quand on dit ça. C'est ce qu'on a fait quand on a démantelé les telcos et à l'époque même les pétroliers aux États-Unis. Bah, on a la même chose aujourd'hui. On a des situations de monopole où la concurrence du coup est détruite. Je vous en ai donné un exemple avec Teams tout à l'heure qui a détruit la concurrence qu'il peut y avoir autour de ça. Donc, l'Europe bouge là-dessus à un niveau macro, et c'est très intéressant parce que ça y est, le mouvement est enclenché. Jusqu'à présent, la souveraineté numérique n'était tout simplement pas un sujet, parce qu'on considérait que c'était un protectionnisme déplacé. L'Europe met ça en mouvement. On sait que c'est lent. Par contre, moi, ce que je sais de l'Europe, hein, c'est un peu comme ça que je vois maintenant l'Europe, c'est qu'une fois que c'est parti, c'est une machine de guerre. Hein. Il suffit de voir tous les sujets. Quand on a eu Maastricht, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, on l'a eu 10 ans après, et du coup, on l'a eu de manière très forte. Donc, l'Europe a cette capacité à être une machine, à un moment donné, à se mettre en mouvement. Et quand elle se met en mouvement, là, c'est le cas, bah, la souveraineté, du coup, je pense qu'on pourra clairement l'avoir progressé. Et enfin, il y a aussi la question de la défense. Enfin, pas enfin, parce que quand on parle de la défense, on pense souvent aux hackers comme ça. Hein, vous savez, Mister Robot, les hackers, etc. Parce que si, ce qu'on a dit tout à l'heure, toute la question justement numérique, elle est dans tous les secteurs, c'est aussi une problématique de défense. Et vous avez vu, la défense, ça va depuis la défense nationale européenne à, bah tiens, on a des hackers qui viennent bloquer un hôpital, ce qui pose des problèmes, y compris sanitaires, etc. Donc, c'est l'aspect tout à l'heure du risque qui était évoqué. Mais en fait, c'est que c'est plutôt ça. Et alors, j'ai mis des Chinois, mais je pourrais mettre des Russes aussi. C'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est une industrie d'État, d'accord, dans laquelle les Américains sont loin d'être également des gens recommandables par rapport à ça, parce que la seule différence, c'est qu'ils sont un petit peu moins visibles. Donc, on est en risque par rapport à ça. Donc, la question, clairement, c'est comment on se prémunit de ces risques-là, parce qu'effectivement, on va avoir des attaques, elles sont là devant nos yeux, et ce n'est pas juste pour de l'argent. Sans compter aussi, et on voit ça, je vous ai mis ça, que la défense demain, c'est par exemple l'accès au flux numérique, et qui est en train de mettre par paquet de centaines des satellites dans l'espace. Bah, vous avez SpaceX et toute la logique avec donc Tesla, mais Amazon a également ça avec Jeff Bezos. Facebook s'est un peu arrêté sur la route avec ses ballons, etc. Mais étant donné les turpitudes dans lesquelles il était, mais c'est cette idée que finalement, il faut contrôler aussi les réseaux. Et donc les réseaux, on les contrôle par, là je vous ai mis une fusée parce que je trouvais ça sympa, mais je pourrais aussi mettre des câbles sous-marins. C'est moins joli un câble sous-marin, mais c'est aussi important parce que c'est aujourd'hui là que se contrôlent les flux numériques. Et aujourd'hui, si vous regardez qui est en train de prendre les flux numériques, bah, c'est typiquement à nouveau nos amis GAFAM qui sont en train d'investir massivement. Et dans le même temps, nos telcos européens, qui étaient avant dominants là-dessus, vous prenez un Orange, qui avait justement ça, est en train de se délester de ces réseaux. Et on trouve ça super. Et c'est très intéressant. Je pense que les telcos sont en train de, ouais, comme on dit, brûler leur navire. Hein. C'est-à-dire qu'on se réveillera dans 15 ans avec un flux numérique dont on n'aura plus la capacité physique d'assurer aujourd'hui la souveraineté. Alors que c'est encore le cas aujourd'hui, étant donné justement la force des telcos qu'on avait en Europe. Donc, c'est intéressant de voir, moi, ce que je vois dans la souveraineté, c'est souvent une dimension comme un adolescent, vous voyez. C'est-à-dire qu'un adolescent, c'est pas bien configuré. Et on va s'attaquer à certains problèmes de souveraineté numérique sans aborder d'autres. Hein. Le corps de notre corps social ou le corps européen ou le corps politique ne prend pas cette souveraineté numérique comme on le fait dans l'intégralité. On joue un peu ici, un peu là. Et par exemple, la souveraineté culturelle, ça a été abordé tout à l'heure dans le mini-débat, on est également là-dedans. Voilà, aujourd'hui, à droite B2C, à gauche B2B, d'accord. Bah, typiquement, les générations aujourd'hui d'Européens sont nourris à quoi? Quand ils sont plus jeunes, à TikTok, donc obédience chinoise. En dessous, à Netflix, obédience américaine culturelle. Et ensuite, on les emmène quand ils sont étudiants, en bas à gauche, vous me suivez, sur Office 365 pour avoir les beaux outils numériques qui vont bien pour être capable de travailler justement comme des bons élèves. Et hop, on va remonter en haut avec Salesforce pour être des bons justement marketeurs et des bons salesmen avec Salesforce parce que c'est ça le modèle. Donc, vous voyez, aujourd'hui,
là, je simplifie la big picture, mais elle est quand même très forte. C'est-à-dire que sur chacun des espaces, en fait, vous avez une culture numérique qui n'est pas européenne, qui est infusée à l'intégralité de nos générations. Encore une fois, on commence par TikTok et on finit par Salesforce et à vendre des choses à la façon d'eux, on fait du commerce américain. Voilà. Donc ça, c'est la dimension culturelle sur laquelle elle est peut-être la plus insidieuse parce qu'elle nous paraît pas essentielle, alors qu'en fait, c'est celle qui nous permet de faire tout le reste. Parce que si on n'a pas une culture alternative, on n'aura pas une alternative démocratique, on n'aura pas une alternative économique, et on produira les mêmes services. On sera juste à faire, ce que moi je vois aujourd'hui beaucoup, faire ce qu'on appelle les MeToo. On copie ce qui marche aux US, et les gens qui sont un peu malins, ils regardent ce qui se passe dans la vallée, ils voient le truc, voilà, ils copient ce qui se passe, ils le font en Europe, et puis après ils se revendent aux Américains. Voilà, c'est notre modèle aujourd'hui de déploiement dans le numérique. On voit bien qu'il n'est pas tenable, parce que si on est juste un atelier, on est un incubateur, on n'est pas justement structurant et à apporter nos propres valeurs. Il y a toujours évidemment des exceptions, mais elles sont très rares. Je pourrais citer en B2C Spotify, hein, qui est un bon exemple dans la musique, dans lequel on a pu imposer notre modèle et que finalement, même Apple Music, même YouTube n'ont pas réussi à faire vaciller Spotify, mais on avait aussi Deezer. C'est-à-dire qu'on avait 2 acteurs en Europe qui étaient précurseurs là-dessus. C'est l'exemple B2C que j'ai, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Hein. Bon. Donc voilà, sur la dimension culturelle. Alors, du coup, je vous propose à nouveau un autre mini-débat. On est toujours dans les temps, c'est bien. Hein, C'est parfait. parfait, voilà, 2 minutes. Je pourrais même faire 2 minutes de silence, mais ce serait pesant, 2 minutes de silence. On va pas faire ça. D'après vous, voilà, 2 choses. D'abord, on fait quoi selon vous? Mais justement, posé en deux dimensions. Hein, j'ai posé, d'après vous, quelles sont les dimensions la plus fortes? Donc, j'aimerais d'abord qu'on fasse un espèce de petit sondage. Est-ce que c'est la dimension juridique, la dimension fiscale, la dimension de ce que j'appelle les sociétés systémiques, donc la question des monopoles, la question de la défense ou la question culturelle? D'après vous, laquelle dimension est la plus forte? Donc là, je voudrais juste qu'on fasse un petit sondage. Voilà. Ah, alors vous mettez des numéros ou des noms, effectivement. Et après, il va falloir qu'on fasse un mapping. Donc, je pense qu'il nous faut minimum un cloud hyperscaler pour faire ça. On va aller chez Amazon pour... Allez-y. Donnez la réponse qui vous paraît instinctive. Voilà, fiscal, l'argent, lead un peu tout. Souveraineté, donc la question des monopoles. Donc ce que je vois, c'est beaucoup sur le 3, beaucoup sur le 2. Hein, c'est ça, 3-2 en fait. Hein, c'est ça qui gagne. Et un peu le 1. Il y a 1-1, c'est tout, mais... Alors, c'est la dimension la plus forte pour amener ou appuyer la souveraineté numérique, parce que ça peut être la dimension la plus forte aussi avec une vue peut-être d'impact. Je pense que effectivement le fiscal sur du court terme et pour aider à une souveraineté numérique, ça peut jouer, ou le juridique. Par contre, comme tu venais d'en parler, hein, en termes de culture sur les nouvelles générations, l'impact, si on ne met pas en fait une souveraineté numérique, peut être au niveau des cultures. Ouais, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que ce qui se passe, et c'est intéressant parce que voilà, du coup, là, il y a du 5 qui réapparaît. Moi, mon analyse par rapport à ça, c'est que justement, on est pris dans l'incapacité de faire du 3 parce qu'on est pris soi-même dans la domination du 5. C'est-à-dire que moi-même, qui vous parle, qui ait l'air d'être un prosélyte de la souveraineté numérique, on m'enlèverait mon Netflix, je serais triste. Voilà. Et voilà, donc j'ai été acculturé à ça. Vous voyez, c'est toute la problématique à un moment donné de quelle est la proposition culturelle. Donc c'est toute la difficulté de faire changer les habitudes. Et ça, c'est vrai aussi pour les entreprises. Peut-être même encore plus dans les entreprises, avec toujours en Europe une peur de prendre des risques. Donc, il y a aussi un phénomène bien connu, c'est que, on va dire qu'on a vécu les années 80 avec ah là là, on peut pas reprocher de ne pas prendre IBM parce que tu comprends, IBM c'est le numéro 1. Voilà, ça c'était l'histoire de l'informatique des années 80. Et puis, une fois que Microsoft s'est installé comme étant le numéro 1, maintenant c'est la même chose et vous avez toutes les DSI de tous les grands groupes qui disent non mais tu comprends, je ne peux pas prendre Microsoft parce que je ne veux pas prendre de risques. Non-obstant le fait que ce n'est pas forcément la meilleure solution, que ça ne marche pas mieux, etc. C'est-à-dire que justement, le point que je vous ai donné sur la Data Hub qui est hyper intéressant, c'est qu'au fond, les sous-jacents ne sont pas ceux de la réussite.
Alors maintenant qu'on a vu quels étaient les points les plus importants, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Moi, j'ai mis sur la table de 3 éléments. J'avais mis un par catégorie. Si on ouvrait plutôt le côté un peu brainstorm de ce débat pour la souveraineté numérique, qu'est-ce que vous pourriez En proposer? fait, Voilà. Alain, j'orienterai un petit peu cette question. Oriente, Jean-Pascal, je t'en prie. Et en tant qu'individu, parce que là on a vu, hein, ok, on peut mettre de la régulation, on peut renforcer la partie fiscale et ainsi de suite, hein. Vous, en tant qu'individu, en fait, qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est beaucoup plus difficile en fait parce qu'on se sent un peu petit face à ça. C'est légitime. Par contre, on a, comme on l'a vu tout à l'heure avec cet Autrichien, on a une capacité d'influencer des choses qui ont des impacts grandioses derrière, hein. Alors, comment est-ce qu'on répond à la question de Jean-Pascal? Effectivement, quel est le premier pas et qu'est-ce qu'on peut faire effectivement à son échelle? Soutenir durablement les startups françaises. Tout à fait, ça c'est tous à notre portée hein, pour le coup, hein. Grâce à des niches fiscales, il n'y a pas de mystère. Dès que je peux, choisir les solutions numériques européennes. Oui, si on a le pouvoir de décision, Ou d'influence, oui, tout à fait. d'influence. On l'a bien vu hein, tout à l'heure en plus, c'est vraiment un jeu de domino, c'est-à-dire qu'on voit bien que la couche logicielle, etc., enfin tout ça, ça part à un moment donné, effectivement, dans le numérique. Il y a à un moment donné, de toute façon, le choix d'un acteur qui va être le front. Avec quoi, quel est le logiciel avec lequel je vais interagir? Et pourquoi je prends celui-là? Effectivement. Appuyer les projets de souveraineté numérique, en commençant par le côté privé. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a un grand débat, je vois par exemple au sein de Play France, un grand débat qui traverse un peu le mouvement, qui est de savoir finalement, est-ce qu'il faut jouer par la sphère publique ou est-ce qu'il faut jouer par la sphère privée? Bon. Moi, comme je suis gourmand, moi, je considère qu'il faut l'attaquer par les deux bouts, parce que je pense que justement, c'est aussi en amenant les uns et les autres à vouloir aider les autres qu'on va pouvoir un peu s'en sortir. Je m'explique, c'est que c'est plus facile d'expliquer au privé qu'il va pouvoir être plus performant et que du coup aussi il va pouvoir vendre au public, plutôt que de juste demander au public d'expliquer ce que doit faire le privé. Enfin, il y a cette idée aussi que aujourd'hui, il y a un intérêt évident de la part du privé à avoir un marché européen numérique fort, et en particulier public également. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres sont colossaux, hein. Moi, on avait par exemple estimé que là, s'il y avait juste une augmentation de 20%, vous vous rendez compte, hein, 20% seulement de l'augmentation des achats européens du numérique par, par l'État français, par exemple, et puis ces agences et ces éléments déconcentrés, vous injectez là sur les 5 prochaines années, vous injectez l'équivalent de 70 milliards d'euros. C'est colossal. Et parce qu'en fait, les dépenses numériques étant à 76% américaines, évidemment, ça représente des sommes colossales. Et l'État achète énormément. Alors, inciter les poids lourds du luxe français à investir et développer les services numériques. Intéressant, intéressant. Le luxe étant un des secteurs porteurs, effectivement. Y a-t-il, j'avais participé à une table ronde que j'avais trouvée très intéressante. Peut-on imaginer de créer une industrie du luxe logiciel? J'avais trouvé ça assez intéressant. La réalité nous a plutôt rattrapé là-dessus. C'est qu'en vrai, quand on regarde, le luxe aujourd'hui, c'est tout ce qui est intégration de système. Donc là où des grandes boîtes payent des choses extrêmement chères pour faire des trucs de dingue, mais ils les achètent à des intégrateurs. Donc on va retrouver les intégrateurs, j'en ai pas parlé, mais qui font partie du problème de la souveraineté numérique, hein. Donc les Capgemini, les Orange Business Services, les Soprasteria, enfin moi je veux pas, les CGI, enfin je cite les plus grosses et j'en ai oublié sans doute, les Bearing Point, enfin moi Jean-Pascal peut m'aider peut-être, que j'ai oublié le numéro 3, le numéro 7 dans le peloton. Bon, et qui clairement sont les premiers pourvoyeurs de non-souveraineté.
ils sont radicalement Athos également, hein, voilà, qui a été. Je pense un des points d'ailleurs, la stratégie de Thierry Breton. Il a vécu, je pense, de l'intérieur d'Athos, la difficulté de créer de la marge, parce que justement, il se retrouvait systématiquement avec les outils américains qui venaient prendre la place. Donc, je pense qu'en tant que commissaire européen, il a bien compris le sujet. Alors, je vois. Assez difficile dans la sphère privée. Former éduc, expliquer, influencer. Alors, tout à fait. Alors, moi, je pense qu'il y a un grand déficit, effectivement, de formation. Je vais vous donner un exemple tout bête, hein. Bon, vous avez compris, je donne des conférences de temps en temps. C'est pas mon métier, mais c'est une de mes activités. J'étais dans une école française avec des étudiants, master, on va dire master 2, enfin voilà. Et donc, on arrive sur la question justement des outils logiciels, etc. Et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils connaissaient. Ils connaissaient que les outils américains. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y avait pas un seul. Voilà. Et au bout d'un moment, je leur ai dit, mais vous connaissez ça, non? Alors, ils sont allés voir. On a fait une chasse au trésor avec. On était pareil. On était avec. On était avec Zoom, hein, évidemment, parce que bon. Donc, on était fait une petite chasse au trésor. Et là, ils ont découvert un truc de dingue, c'est qu'il y avait des alternatives. Et le truc de dingue d'eux, c'est qu'il y en a même qu'on dit, ah ouais, ça a l'air pas mal, ça. Donc, c'est là où on retrouve effectivement la question de la connaissance et quelque part du fait d'avoir une offre qui est très concentrée. Donc oui, la question des écoles est importante. Et si vous regardez ce que font, par exemple, Microsoft, qui est un bon exemple, mais Amazon fait la même chose, ou Google, ils prennent les enfants au biberon. C'est-à-dire que Microsoft donne gratuitement dans les lycées tous ces logiciels. Et dans les universités, il passe des deals avec du quasi gratuit dès qu'il peut. Voilà. Donc, et il le fait au niveau de l'éducation nationale. On se rappelle la polémique qu'il y a eu avec Naja Vallaud-Belkacem, qui avait été ministre de l'Éducation nationale, qui avait signé un magnifique truc avec Microsoft pour justement avoir le fameux truc open bar, déploiement sur toute l'éducation nationale des outils Microsoft, gratuitement. Donc, en fait... Pardon, oui, vas-y Alain. Oui, bah, donc en fait, je crois que la chaire, je vais faire une blagounette, j'espère qu'elle ne me sera pas, on coupera au montage. Donc la chaire est rattachée à Seine-Saint-Denis. On se moque souvent de la Seine-Saint-Denis avec les dealers. Voilà, le principe du dealer, elle est bien connu. Si on veut vraiment choper un nouveau client, on lui donne gratuitement ou pas cher, et après, on le rince une fois qu'il est accro. C'est exactement ça. La logique microsoftienne est celle-là. Elle a même été publiée parce que c'est dans les années 90 qu'ils ont fait cette doxa et ils ont commencé à donner tous leurs logiciels en éducation. Donc, c'est exactement le point qui a été mis, hein, former les gens. Donc, ils forment les gens à leurs outils de manière à ce qu'après, ils soient accros toute leur vie à leurs outils. Voilà, c'est extrêmement simple et ça marche très bien. Oui, je regarde un petit peu le timing. Juste peut-être une dernière question, sauf si parmi vous, des personnes veulent poser aussi des questions à la voix, par exemple. Ça paraît un peu idiot, mais est-ce qu'il y a... Ah, tu avais un dernier slide. Non, du coup, voilà, effectivement, par rapport à tout ça, je disais, voilà, mitiger son risque, ça me paraît important. Et il y a deux choses à mitiger, et je pense que dans la chaire, c'est important que vous ayez ça en tête. Les actifs d'un côté, c'est-à-dire les actifs numériques, quelles sont les alternatives, sortir des monolithes, un seul fournisseur, dupliquer, ne pas avoir qu'un seul élément, et penser données dans vos actifs. Et de l'autre, sur la gouvernance, c'est désiloter, penser la réversibilité, la sécurité et donc quelque part le RGPD, mais pas que. C'est vraiment une question de risk management. Voilà les piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour justement, sur chacun de ces éléments-là, et quand vous prenez un choix, vous dites, est-ce que là-dessus, j'augmente mon alternative? Est-ce que je désilote? Et si vous regardez la logique des GAFAM, elle est exactement de prendre tout ça et de faire exactement l'inverse. Je ne veux pas d'alternative, je suis un monolithe, pas question que tu dupliques, j'ai qu'un seul outil pour tous tes usages et surtout, n'essaye pas d'être malin. Je ne suis pas data-driven parce que je garde tes données, t'inquiète pas, elles sont au chaud, elles sont chez moi. Et en termes de gouvernance, ce n'est pas désiloté, c'est au contraire, c'est en globalisé parce que tu n'as qu'un seul fournisseur. Il n'y a pas de réversibilité. Une fois que tu es chez moi, tu es tellement au chaud que tu n'as pas l'intention d'en partir. La sécurité avec le Cloud Act n'est pas garantie. Et le RGPD, encore une fois, il a été dénoncé par notre ami autrichien. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir que pour mitiger son risque, en fait, il faut juste prendre le contre-pied absolu de la stratégie des GAFAM aujourd'hui. Voilà. Après, ça demande un truc de dingue que m'a appris mon père. Ça s'appelle l'effort. Voilà. Il faut travailler parce que les alternatives, il faut aller les chercher.
sortir d'un monolithe, il ne faut pas juste avoir un seul interlocuteur, un seul bon de commande et on s'en mette pas, etc., etc. Vous prenez chacun de ces éléments-là, nécessite des efforts. Et c'est vrai que du coup, que font en fait ces acteurs monopolistiques? Ils nous achètent le moindre effort. Voilà. Alors, je crois que tu as un dernier slide qui présente les… Oui, juste pour vous montrer, vous voyez, c'est juste comme ça. Play France, on a fait juste un petit recensement. Il y a Petit. un petit peu de choix. Voilà, c'est juste ça. Alors, une question, Oui. Alain, ça peut paraître un peu idiot, mais est-ce qu'il y a un label Made in France ou Cocorico ou, Non, il n'y a pas. Alors, il y a un label qui est en train d'être mis par la Dinum, mais il y a pas un vrai label pur. Nous, Eiffel, on avait essayé d'en mettre un en place. C'est très compliqué européen, parce que le label en tant que tel, en fait, ne garantit pas non plus la qualité du logiciel. Donc, moi, je pense que le point, c'est plutôt de se dire, reprendre les éléments qu'on vient de dire avant, et c'est à travers ce prisme-là qu'il faut regarder. Le label, oui, mais moi, je pense que c'est pas forcément ça qui sauve la situation, même si peut-être un jour on aura l'équivalent d'un label bio logiciel et numérique, c'est possible. Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais par contre, on a toutes les connaissances pour prendre des décisions, et encore une fois, en plus, qui ne sont pas radicales, pas comme dans le bio où c'est bio ou pas bio, parce que nous, notre position, enfin, comme ma position personnelle, et je pense que vous l'avez bien compris, c'est quand je dis mitiger son risque, c'est surtout pas d'être enfermé ni dans l'un ni dans l'autre. Pour moi, la souveraineté numérique n'est pas une exclusion numérique. Les amis américains sont les bienvenus. La question, c'est de rééquilibrer et mitiger son risque pour avoir justement une culture plus ouverte et un monde plus ouvert, ce qui fera du bien à tout le monde. Voilà. Voilà, moi je suis arrivé au bout en tout cas de la présentation, d'échange, du débat, dans les temps. le timing. Ce qui est Très bien. effectivement… Merci beaucoup, Alain. Isabelle, donc alors on fera une petite synthèse de cet atelier qui sera publié sur le site, sur les sites de la chaire et relayé sur LinkedIn. Donc on verra avec Alain si on peut présenter les slides qui vous ont été montrés et si on met une vidéo ou pas en fonction du montage. Ce que je vous propose, donc merci encore une fois Alain, ce que je vous propose c'est peut-être vous parler un petit peu Merci à tous. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Voilà. Merci Alain. Je crois qu'en tout cas, on a compris que c'était un sujet qui doit rentrer dans l'enseignement supérieur, dans les écoles de commerce. J'ai vu tout ça sur le chat et j'ai bien compris. Et c'est pas une découverte, même si j'ai bien aimé la façon dont c'est présenté. J'espère que les étudiants, parce qu'il y avait quand même quelques étudiants en ligne, ont bien compris ça et feront aussi la diffusion auprès de leurs collègues. Pourquoi pas refaire aussi ça à un groupe d'étudiants élargi. Voilà, donc je rappelle que cet atelier fait partie des nombreux ateliers qu'on organise au sein de la chaire grâce à l'aide de nos partenaires Devoteam, Covea et le département de la Seine-Saint-Denis. On en a parlé pendant le débat, mais le département de la Seine-Saint-Denis et aussi notre relais avec le secteur public. Donc, c'est très important de voir que ces aspects-là ne sont pas simplement le fait de l'économie, du privé, mais que tout ça est très interconnecté. Et surtout, je pense que la notion de l'individu est ressortie aussi dans ce débat. Donc, sur ce slide, vous voyez quelques-uns des ateliers qu'on a pu organiser ces derniers mois, depuis la création de la chaire. Si vous êtes intéressé par un travail plus étroit avec la chaire que ces ateliers auxquels vous participez pour certains très régulièrement, n'hésitez pas à vous approcher de Jean-Pascal ou de moi-même. Grâce à la chaire, on a pu aussi publier quelques articles scientifiques dans des revues ou dans des conférences sur les sujets de la gouvernance de l'information. On a beaucoup appris les uns des autres au travers de cette approche qui se veut large, qui prend en compte tout type d'informations, de la donnée structurée à la donnée moins structurée, le document, le contenu plus généralement, et l'idée de voir ça comme une problématique de gouvernance au niveau de la stratégie de l'entreprise, en lien avec cette stratégie de l'entreprise ou de l'organisation au sens large. Tous ces sujets ont été mis vers le grand public
par rapport à la pandémie, hein, ça nous a permis de faire comprendre que ce sujet concernait tout le monde et que tous, on est impacté par l'information et par la compréhension de la complexité de cette information. On l'a subie ou on essaye de la maîtriser. Voilà, donc merci encore à tous et n'hésitez pas à prendre contact par mail ou par téléphone avec Jean-Pascal ou moi pour aller au-delà, donc soit en devenant partenaire de la chaire, soit en échangeant un petit peu pour mieux comprendre comment on peut travailler ensemble et améliorer donc cette activité de diffusion de la connaissance. Jean-Pascal, si tu veux. Très bien. Non, non, je pense que là, on peut arrêter l'atelier. Donc, des échanges assez sympathiques, hein. Merci pour les personnes qui remercient, hein, sur le mur. Donc, le prochain atelier en date, hein, sera celui présenté par Devoteam. Et nous avons aussi un atelier, donc ça sera au mois de mai. Il y aura aussi les auditions, hein, du concours des IAI Awards, hein, qui sont pilotés par l'association Gouvinfo IAI, qui est un partenaire de la chaire. Donc toujours au mois de mai. Et au mois de juin, nous aurons le département de la Seine-Saint-Denis qui fera aussi un retour d'expérience et de vision sur sa stratégie autour du numérique. Voilà. Merci beaucoup, Alain. Vraiment, merci. Oui, merci Alain. Et à la qualité des échanges. Donc, on va reprendre tout ça et faire une petite synthèse. À bientôt. Merci à tous. Bonne journée.